Je suis née d'un papa, Buono. Et ta maman, donc Audin, c'est Charlie. Charlie Audin, né en 1925 à Villeurbanne et qui a d'ailleurs écrit des pages et des pages qui racontaient sa vie jusqu'à 15 ans. Mais c'était des pages très nourries de belles images, de réflexions sur le monde qui ont fait que l'éditeur a craqué. Une destinée dont on peut croire que ces épisodes-là riment avec l'histoire de France. Elle naît à un moment où la France était prospère. Mes grands-parents venaient de se marier en Algérie. Ma grand-mère, Audin Alphonsine, se disait « Moi, je suis algérienne ». Elle est profondément ancrée puisqu'elle était née fille de colon à Berbessa. Bon, et puis après, il y a eu les aléas de l'époque aussi, de la vie, et elle s'est retrouvée travailler comme femme de chambre dans une très grande maison à Alger. Elle avait rencontré mon grand-père Louis Audin, qui lui était, je crois, ordonnance du patron de cette grosse boîte. Et donc coup de foudre, ils se sont mariés à Alger. Et au départ, grand-père voulait sa liberté. Ma mère raconte ça dans Les Roses d'Alphonsine. Et donc, ils n'ont pas voulu être embauchés par ces patrons-là. Il est parti garde forestier en Kabylie. Et c'était un grand bonheur pour ma grand-mère. Ils étaient au fin fond de la forêt. Grand-père partait en tournée tous les matins. Il laissait un fusil dans l'armoire à ma grand-mère. Lui partait sur son cheval. Et mamie avait le chien. Elle s'occupait du poulailler. Et ils étaient très très heureux. Puis malheureusement, ça a été difficile à un moment donné. Et la famille de grand-père est venue donc le relancer, lui dire « Mais venez, qu'est-ce que vous faites là ? Oh, mais venez chez nous, en France. » C'est prospère. Ils sont donc allés, dans cette année 25, s'installer à Villeurbanne. Et puis, malheureusement, peu après, maman avait 4 ans, 1929, grande crise économique mondiale. Plus de travail, plus d'argent. Et grand-père a passé un concours dans une administration et il a été pris comme gendarme, qui ne lui plaisait pas tellement. Et donc, à ce moment-là, ils sont partis au soleil de la Tunisie, mais comme gendarme. Alors là, il y a eu des aléas, des enfants qui sont nés, puis que ma grand-mère, que mes grands-parents ont perdu, c'était un drame horrible. Et heureusement, en 1932, à Béja, naît un petit garçon qui va porter le même prénom que le précédent, Maurice. Puis une petite fille, Aline, comme la précédente Aline. Et elle, comme elle était naïve et petite, elle s'est dit « Ah bah, ils sont revenus, c'était très bien ». Voilà, donc des années chaotiques quand même un peu en Tunisie. Puis, 1936, qu'est-ce qui se passe en France en 1936 ? Front populaire et Bravo. Et donc les gendarmes français en Tunisie, ils sont rapatriés en France. 1939. Oui. La Deuxième Guerre mondiale qui commence, grand-père envoyé sur l'île Maginot, et puis c'était très dur pour tout le monde. Grand-père revient, il est démobilisé, et là, ce qui était très dur, c'est que grand-père avait un tempérament de feu, Louis Audin, et de croiser des Allemands conquérants, victorieux, méprisants, ça lui était insupportable. D'ailleurs, il avait dit à mamie,
Tu sais, ne me compte pas dans les prisonniers. Hein. Je serais pas Il n'avait pas l'intention de se faire prisonnier. Ouais. Ah non, je ne serais pas prisonnier de ces gens-là. Enfin, ça sous-entendait qu'il était prêt à toutes les folies. Oui. Finalement, ils réussissent à passer la ligne de démarcation, oh là là, dernier moment, et puis prennent un bateau pour l'Algérie. Et c'est là qu'en 1940, ils s'installent, maman découvre Alger. Alors elle a arrêté son récit là, donc j'ai essayé de le reprendre dans Alger, mère capitale. J'ai essayé de tirer des choses au clair, bon, j'ai fait comme j'ai pu. Hein. Et du côté donc, de Christian Buono, né 1923, papa. 1923 à Mayence. Oui, Mayence, bah, c'est aussi un hasard parce que sa famille s'était fixée à Skikda. Alors mes ancêtres de ce côté-là, je suis allée leur rendre hommage il y a 2 mois. On est allé à Ischia, l'île natale de mes ancêtres qui un jour ont embarqué et sont partis vers le sud-est et ils sont arrivés assez rapidement à Philippeville, très joli. Alors là, mon grand-père Buono donc a été tombé amoureux de Laurette Vento qui a bien voulu l'épouser, enfin les parents, parce les parents ont eu du mal à être convaincus parce que il avait une réputation un peu de coureur. Non, c'est plutôt de pas de voyous, mais de garçon. Pas très fréquentable. Voilà, c'est ça. Mais lui, il est tombé amoureux fou de Mémé, donc d'un futur Mémé, et donc elle a eu très jeune, à 19 ans. Donc, comme il était mauvais garçon, eh bien, quelle carrière s'offrait à lui? Militaire. C'est pas antinomique. Et donc, alors, lui, il était de 1899. En 1923, eh ben, une partie de l'Allemagne, la Ruhr, et notamment Mayence, est occupée par les soldats français, qui sont d'ailleurs pas du tout aimés des populations. Ils n'ont pas toujours un comportement correct en tant qu'occupants. Et donc elle a été bien traitée. Elle accouche le 8 décembre 1923, Laurette, de 2 jumeaux, papa, Christian, et mon oncle Claude, qui resteront en même temps inséparables jusqu'à 18 ans. J'apprends là que ton père avait un... Ils se ressemblaient énormément. Papa et maman se marient en 1947. C'est un désastre pour Claude. Tes 2 parents se destinent tous les 2 à l'enseignement. Ils sont tous les 2. Papa est passé par l'école normale qui a formé tant de plumes et d'êtres magnifiques. Emmanuel Robles, écrivain que je considère presque l'un des plus grands de cette époque-là, et puis Mouloud Ferraoun, chambre. Ton papa va donc, au-delà d'être le beau-frère de Maurice Sautin, il y a une complicité intellectuelle très grande. Ce que racontait papa, c'est que ma tante Josette, son père était communiste. Josette était profondément ancrée dans ce paysage-là. Défendre la justice, lutter contre le racisme, puis lutter pour la libération des peuples. Et Maurice, c'était aussi cette communauté de pensée politique à l'époque révolutionnaire. Et mon père a été fasciné par tout de suite. Et forcément, mes parents, ils avaient enseigné dans un bled par-ci, un bled par-là. Ils avaient grandi, lui intégralement, papa en Algérie, et maman beaucoup. Et là, de toute façon, l'Algérie coloniale, même moi, enfant,
je voyais le regard de mes parents sur des immenses détresses que vivaient des gens du peuple. Et donc, je le ressentais même petite. J'avais 7-8 ans. Je voyais qu'il y avait une condamnation implacable de la part de mes parents et Maurice aussi. Au moment de Vichy, le système pétainiste de collaboration complètement envahit l'Algérie aussi. Les écoles, à partir d'un certain niveau, sont devenues payantes. Mes grands-parents Audin, pour Maurice, il y a eu un dilemme parce que l'instituteur est venu voir ma grand-mère et il lui a dit « Madame, votre enfant, il a des capacités qu'il ne faut pas gâcher. Il faut absolument qu'il fasse des études dans une bonne école. » C'est très cher, les écoles devenues privées. Mon grand-père, à l'époque, il était à la Poste. Il a pris à Alger, la grande Poste, oui, la plus belle du monde. Il s'en ouvre à un collègue de ce souci pour les enfants. Et son collègue lui dit, mais puisque tu es un ancien gendarme, ton fils a le droit de faire gratuitement l'école d'enfants de troupes de... Alors, je ne sais pas si c'est Hama Marira ou Koléa. Oui. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé, du coup, Maurice est devenu... enfant de troupe. Oui, interne. Même pour le lycée, il était envoyé à l'école d'enfants de troupe d'Autun. Et là, il s'est illustré par ses études, mais aussi... en première classe de première, je crois, il y a eu une rébellion parce que la bouffe était vraiment horrible. Et à la tête de la rébellion, mes grands-parents ont reçu de l'aide de l'école militaire. Votre fils a pris la tête de cette rébellion. Il devrait être renvoyé, mais comme c'est un élève de très grande qualité, on le conserve, mais attention la prochaine fois. Maurice était pacifiste, il n'aimait pas trop le sport, et puis l'ambiance là, mais vraiment, c'était un supplice. Oui, c'était un intellectuel. Oui, mais t'as des intellectuels. C'était pas qu'un intellectuel, c'était un humain, un poète. Il avait même commencé à écrire un roman. J'étais enfant, je me rendais compte que j'étais face à l'un des très rares adultes qui me considérait comme un humain et pas comme un bébé, pas comme un enfant. Donc j'adorais ça. Je le voyais rire avec mon père, ils étaient complices, ils faisaient du vélo, c'est pas du vélo, ils avaient un tandem. Ils avaient monté la côte de Sakamodi une fois. Il a en tout cas encouragé ton père, si c'est inspiré, en tout cas, oui, inspiré peut-être, oui, l'application politique. À mes parents, pas que mon père, oui, mon père et ma mère. Ouais. Ma mère était très amie avec son frère, ils étaient très copains, très complices. On en profite pour rappeler l'importance du Parti communiste à l'époque en Algérie. Le Parti communiste algérien, oui, c'était pour les Algériens, enfin, pour les gens qui ressentaient très profondément ce malaise et tous les Algériens, mais qui souhaitaient s'en échapper, oui, c'était une bouée, c'était une ouverture, une lumière. Il y avait ce fameux journal, Alger républicain, qui a joué un rôle considérable, interdit malheureusement en 1955. On disait que pour un exemplaire du journal vendu, il y avait 10 familles qui le lisaient. Où es-tu née ? À Alger, capitale. Tu es la première d'une fratrie de 6. Oui. Tous nés en Algérie. À Alger. Tous nés à Alger, sur un laps de temps de 14 ans. De ce que je comprends, au-delà du fait d'être proche de la famille Audin, la famille Bono que ton père et ta maman forment dorénavant se destine à rester en Algérie. Mais bien sûr, ils ont lutté pour l'indépendance. Mon père a fait 3 années de prison, 2 années de clandestinité sur les hauteurs d'Alger.
Bon, mon oncle, Mm. tout le monde connaît son destin. Donc, on était, puis moi au lycée, tout ça, j'étais entourée. Mes amies algériennes, c'était mes amies, c'est tout. Il y avait rien d'autre que ça. Tes parents vont enseigner en Kabylie? Ils ont enseigné en 54. Ils ont été nommés en Kabylie. Et ils gardent un souvenir magnifique. De Makouda, c'est ça, c'est du côté de Makouda. D'une liberté, il faut dire que oui, c'était... Donc ils paieront le prix forcément à un moment ou à l'autre. Leur liberté, leur manière de penser oui. n'est pas forcément toujours très appréciée. Non, et puis bon, ils signent ce fameux manifeste. Et puis papa a été très courageux, il y a eu des élections. Les urnes étaient bourrées d'avance pratiquement. Et là, il donnait 2 bulletins de vote aux Algériens qui se présentaient. En plus, il y a une histoire d'un officier qui a voulu pénétrer comme d'habitude, il le faisait les autres fois, mais papa l'a mis dehors. Au-delà d'enseigner aux petits indigènes. Que nos ancêtres, les Berbères, ah ouais, ils n'enseignaient pas les ancêtres, les Gaulois, non. Voilà. C'est cette école-là qui sera brûlée plus tard, ou je me trompe? Enfin, il y a une époque non. Non, c'est pas alors, à Makouda, non, elle est occupée, et là, ils brûlent les cahiers des enfants et le matériel de sport que la coopérative a pu acheter avec l'argent de la vente des olives, qui avait été décidée collectivement. Avec les papas avaient créé un petite république et c'était les élèves qui votaient pour les olives. Est-ce qu'on attendait qu'elle, une fois la récolte faite, on attendait qu'elle soit mûre pour que le prix monte, ou est-ce que on les vendait tout de suite? Et ils avaient choisi tout de suite. On en profitait un peu. Dès le départ, on leur reproche d'être trop proche du peuple algérien. C'était des instituts. Je pense qu'on n'avait jamais vu des instituts comme ça, des instituts d'origine qui n'étaient pas d'origine quoi. Hey. Italo. Enfin, des pieds noirs. Parce que les instituts, en général, soit c'était des pieds noirs. Bon, il y en avait qui étaient ouverts quelquefois, ça arrivait surtout en Kabylie. Mais papa et maman, c'était frontalement une façon quand même de marquer l'opposition à des injustices criantes. Et d'ailleurs, j'ai oublié, le poste qu'ils prennent à Makouda, c'est une espèce de manière de les écarter un petit peu. Non, mais pas du tout. Avant, jusque-là, ils enseignaient à Alger Centre. Ils habitaient Baïnem, etc. Tout allait bien, tout allait très bien pour eux. Mais il y a eu des discussions. Il y a cette prise de conscience qu'il fallait aller aider les plus pauvres, les plus démunis, et grâce entre autres à Camus, avec ses reportages dans l'Alger républicain, l'idée qu'en Kabylie, là, on avait vraiment besoin d'eux. Donc c'est eux qui ont choisi. Avant de revenir à un moment à Alger. Revenir, ils ont été chassés. L'école occupée. En janvier 56, il y a eu des troubles. Toutes les écoles ont fermé, état d'urgence en Kabylie. Ont fermé en Kabylie. Et à ce moment-là, oui, grève scolaire partout. Mais en Kabylie, il n'y avait plus les écoles. C'est là que tes parents, du coup, reviennent sur Alger. Oui, repli sur Alger, un peu en catastrophe. Et puis, c'est comme ça que cette cité La Montagne, étant inaugurée, ils sont nommés là. Vous avez habité cette cité montagne? Oui, jusqu'en 66. Pour tes parents, il est important que
que ta scolarité te fasse comme une Algérienne lambda. Il y a juste mon année de terminale, parce que mon lycée Hassiba Ben Bouali n'avait pas de section Matélème, et donc je suis allée faire ça au lycée Victor Hugo de la mission culturelle française. Et la seule, d'ailleurs ça a été un choc pour moi, hein. J'arrivais dans un endroit... Tu plus tes repères? Bah non, je quittais non seulement mes copines, mais cette ambiance. J'étais qu'au milieu des Algériens et là je me trouvais dans la bonne, voire très haute bourgeoisie française, un milieu qui ne m'attirait pas du tout. J'avais l'impression un peu d'une trahison, hein. Vraiment... En tout cas, on voit que les mathématiques sont une histoire de famille. Bah oui, pareil. Je voulais revenir à Christian Bueno, qui grandit pas dans l'ombre de Maurice Sautin, mais en tout cas qu'on pourrait... Pardon de la... Il avait quelques années de plus, oui, papa. Oui. Mais il n'empêche qu'il est inspiré par la jeunesse, par l'engagement de Maurice Sautin, et cet engagement va aller jusqu'à lui causer des soucis, puisqu'il s'implique à participer effectivement, à très vite prendre se mettre du côté des Algériens. Puisque le parti a été interdit en septembre 1955, très vite, on a eu des gens, des camarades du parti qui étaient clandestins et que l'on hébergeait. On a hébergé Larbi Bouali, qui était l'un des secrétaires. Et on l'a eu, je me souviens un peu de lui et de son épouse Tassadit, qui était une femme adorable. Et après, on a eu aussi, je crois qu'on a eu André Moine et Paul Caballero. Paul Caballero, un syndicaliste. Mes parents, c'est pour les besoins du parti, avaient loué une villa à Alger-Plage. C'était le paradis. Oh, il y avait un figuier. Oh, je surveillais alors la maturité des figues. Puis il y avait la mer à côté. Et on n'est pas resté longtemps, une semaine peut-être. Et enfin, c'était peu après l'arrestation de Maurice. Ton père se savait en danger potentiellement après l'arrestation de Maurice? Il aurait dû, je me rappelle, je suis venue prendre mon petit déjeuner. Il y avait 2 paras qui s'étaient invités à ma table. Ça va coûter à ton père de la prison? 3 années. 3 années de prison. À Sercalchi, à Barberousse ou... Oui, d'abord. Il va croiser? Il va être dans la même cellule qu'Henri Alleg, qui était en train de commencer à faire passer la question par petits bouts à son avocat. Et puis, alors après, il a fait. Je l'ai vu à plein d'endroits. Je l'ai vu à Beni-Messous d'abord. C'était horrible. C'est sur les hauteurs d'Alger. Après, je l'ai vu. Alors, à Sercadji, je ne l'ai pas vu, Sercadji. Il nous en a parlé. Et du chant des prisonniers. Quand tu voyais que l'échafaud allait fonctionner, des cris, il faisait des bruits, mais il chantait la chanson du drapeau. Et après, il a été transféré à Maison Carrée, El Harrach. Je suis allée plusieurs fois le voir. Maman préparait des couffins avec de la nourriture, des trucs dedans. C'était terrible pour ta maman et pour la fratrie. Bah ouais, c'était terrible. Encore. Mais c'était plus terrible encore pour ma tante, hein, je te le dis. Oui, bien sûr. Mais j'étais l'aînée. J'ai 3 ans de plus que... Et après, il y a ma petite sœur qui avait 4 ans de moins, donc 3 ans, 4 ans, puis enfin il y en a eu
Jusqu'en 57. Paul, en hommage à Caballero, qui avait exactement, pratiquement le même âge que Pierre Audin, qui vient de disparaître malheureusement. Pierre avait, on peut dire qu'il n'a jamais connu son père. Ça va être le combat de sa vie, de la reconnaissance. C'est le combat de la vie de Josette. De Josette, oui. Pierre, ouais, Pierre, il s'y est mis à un moment donné. Et puis, ce qu'il y a de magnifique, c'est cette histoire de cette amitié franco-algérienne à travers les mathématiques, tu vois. Tu vois, avec les maths. Oui. On peut faire des choses formidables dans tous les domaines, c'est vrai.